Ils ont osé piller les tombes des princes huns. Et vous dites que c'est un évêque de Margome qui a commis ce crime. Cet incident grave, qui choque terriblement l'empereur du Nord, se produit au mois de juin de 441, quelques jours après la fête du Soleil. Oreste confirme, notre patrouille a remarqué l'évêque Andoche avec ses hommes. Quand il démarrait pendant la nuit du bord du Danube, loin des endroits ordinaires de traversée. La patrouille a suivi leurs traces découvertes derrière les tombeaux pillés. Onégèse lance avec amertume, et c'est une personne qui apprend aux autres la morale, consacre plusieurs heures par jour aux enquêtes judiciaires et aux procès, délibère des jugements. Attila dit tristement, c'est le crime le plus lourd pour les peuples des steppes. Onégèse rappelle un exemple historique significatif, quand Darius, le roi des Perses, a décidé de soumettre la steppe et après une longue marche a proposé aux Scythes de lutter, ses cavaliers lui ont répondu, trouvez et pillez les tombes de nos ancêtres. Alors nous nous battrons sûrement. Bien sûr, Darius n'a pas fait un tel sacrilège et est rentré dans son pays avec son armée fatiguée. Attila conclut, c'est triste que cet incident ait eu lieu près de Margome, où nous avons signé un traité qui devait servir au renforcement des relations pacifiques, mais qui était toujours violé par Constantinople. La coupe de notre patience déborde. La foire internationale de Margome commence bientôt. Il n'est pas exclu qu'il y ait une tentative de vente des objets pillés. J'ordonne d'effectuer un raid pendant cette foire et de confisquer l'argent et les objets précieux chez les participants romains pour le remboursement du dommage et afin de chercher des pièces à conviction contre l'évêque. S'il tombe sous la main des guerriers, il faut l'arrêter pour l'interroger. L'ordre d'Attila est exécuté par un détachement huin, mais l'évêque ne se trouve pas à la foire au moment du raid. Après ce raid, commence un échange de lettres entre les deux empereurs. D'abord, c'est Théodose, qui exprime sa surprise de l'attaque de la foire internationale et suppose que ce raid est organisé par des éléments incontrôlables. C'est pourquoi il propose à son ami, l'empereur des Huns, de trouver et punir ses coupables. Attila répond que les sujets de son empire sont obéissants et expose en détail les raisons du raid à la foire et demande l'extradition de l'évêque Andoche. Théodose ordonne d'interroger l'évêque qui naturellement n'avoue pas le crime terrible et reporte toutes les accusations sur les voleurs de tombes. Théodose conseille alors à Attila, qu'il considère comme une personne éduquée et civilisée, de s'adresser à la justice contre l'évêque et de fournir les preuves. Après avoir lu cette lettre, Attila ne peut se retenir de rire. Cette réponse est digne du rédacteur du Code de Théodose. Onégèse remarque en riant, cette compilation des lois romaines est la seule affaire utile à la vie de cet empereur. Toutes les autres affaires sont gérées par Pulchérie et Eudoxie qui se chamaillent entre elles. Attila prend l'air sérieux, selon nos lois. Les voleurs sont punis tout de suite après la découverte de leur culpabilité et sans une longue procédure. Comment Théodose peut-il admettre l'idée que l'empereur de la Hunnie peut s'adresser comme une partie civile au tribunal romain? Il faut donc lui apprendre sur les champs de bataille qu'il faut être plus respectueux de l'Empire huin. Qu'il nous livre immédiatement l'évêque Andoche en toute conformité avec les coutumes et le droit international. Cette réaction de l'empereur des Huns bouleverse Oreste qui réalise pour la première fois que ce conflit peut dégénérer en guerre. Il se souvient des mots d'Attila. Constantinople ne respecte pas toutes les conditions du traité de Margome. Notre patience touche à sa fin. Encore un incident grave et l'Empire romain d'Orient sera puni. Dans la lettre suivante, Théodose demande de lui envoyer la liste des objets volés. Attila réagit brutalement. Il dit au messager romain, « Transmettez à votre empereur que je lui ne répondrai plus.
Je demandais l'extradition du criminel et non le début d'une procédure bureaucratique. Je vais aller moi-même l'arrêter sur votre territoire. Quand le messager est sorti, Attila ordonne, commencez les manœuvres le long de la frontière du Danube. Expédier des messagers à tous les princes avec l'ordre de mobilisation des troupes pour une grande guerre. L'évêque Andoche voit du mur de Margome comment les troupes hunes se réunissent sur l'autre rive du Danube autour des drapeaux avec des croix tangraïstes flottant au vent. Il entend les sons des tambours et des trompettes. L'évêque tremble à l'idée que l'empereur Théodose, si inerte, peut le sacrifier pour éviter la guerre. Que faire? Il n'y a qu'une solution. Envoyer à Attila un messager avec une proposition. Mais quelle proposition? Que peut-il accepter? La vie en échange de Margome. Pourquoi pas? Margome est une forteresse puissante. Pour Attila, ce serait donc intéressant de prendre une telle forteresse sans perdre un seul guerrier. Peut-être, accepterait-il de me laisser évêque de cette ville ou d'une autre? Il n'existe aucune autre solution. L'empereur du Nord accepte la proposition d'Andoche et l'évêque ouvre aux troupes hunes les portes de sa ville. Maintenant une grande guerre est inévitable. Attila monte sur un haut sommet, détache sa ceinture d'or et la suspend autour de son cou. Puis il s'assoit sur la pierre et communique toute une journée avec Dieu. Sur son ordre, des centaines de milliers de guerriers devront se mettre en mouvement, recevront la permission d'utiliser leurs armes. Il y aura des victimes, y compris innocentes. Toutes les horreurs de la guerre, les massacres, les incendies et les destructions, les pillages et les viols. Les troupes devront être nourries par les habitants des territoires conquis. Mais on aura plus de victimes sans cette guerre. Les diplomates et les émissaires de Constantinople ne se calment pas. Essayent de soulever contre les uns les peuples de l'Empire bâti avec de si grands efforts et de susciter l'hostilité des voisins. Ils ne comprennent pas qu'il n'y a rien de plus terrible que l'anarchie des steppes, y compris pour les voisins. Attila répondra devant Tangra et sa conscience pour sa décision difficile prise pour l'ordre et la paix dans la grande steppe, pour la consolidation de l'Empire du Nord. Pour la future Pax Una Romana. Julia parle avec les larmes aux yeux. Pendant 15 ans j'attendais avec peur cet instant. Les Huns vont commencer la grande guerre contre les Romains. Au reste la coupe. C'est une guerre provoquée par les Grecs de Constantinople. Attila a montré une très grande patience toutes ces années malgré les violations répétées du traité de Margome. Oui, mais demain les Huns peuvent attaquer les Romains d'Occident et nous serons regardés comme des traîtres. Nous habitons cette ville depuis 14 ans. Tu as fait planter 14 bouleaux dans notre cour afin de marquer les années de paix entre les Huns et les Romains. Ainsi tu soulignes bien notre rôle dans le maintien de cette paix durable et salvatrice pour les Romains. Personne ne peut le nier. Nous sommes les défenseurs les plus efficaces de l'Empire d'Occident, notre pays natal. Il embrasse tendrement sa femme, essuie ses larmes. Calme-toi, ma chère. Notre conscience doit être tranquille. Tu sais bien que je veux protéger la civilisation romaine. Mais tu pars demain à la tête d'une armée détruire les villes grecques et romaines. J'ai donné le serment de fidélité à Attila, mon suzerain, et nous ne sommes pas citoyens de l'Empire d'Orient. Il fait un grand geste de confiance pour exprimer sa vision de la Pax Una Romana. Ma chère Julia, je te jure de tâcher de diminuer les destructions des villes et le nombre des victimes de ce conflit. Julia soupire, je cesserai de faire planter des arbres pendant cette guerre.